Bienvenue sur les MOOC du Human Club, le réseau dédié aux professionnels du management et des ressources humaines en Hauts-de-France, centré sur l'humain au cœur des organisations. Pour ce premier opus, en partenariat avec Formasup, CFA de l'enseignement supérieur, nous retrouvons une keynote intitulée « Innovation RH et développement des compétences, comment la réforme de la formation change la donne » par Michel Barabel, professeur affilié à Sciences Po Paris et auteur de nombreux ouvrages de référence sur le sujet. Déjà, il faut bien que vous compreniez que cette loi, elle ne peut pas être isolée du programme du gouvernement d'Édouard Philippe et du président Macron, parce qu'en gros, c'est censé être le volet sécurité de toutes les premières réformes qui ont été faites sur la partie flexibilité du marché du travail. Donc, même dans la première page de cette loi, elle est présentée comme le pendant des ordonnances Macron, avec cette volonté de s'inspirer des pays du Nord. Je flexibilise le marché du travail, je rends plus accessible un certain nombre d'éléments, et dans le même temps, j'apporte de la protection. Avec une philosophie très forte qui est, alors elle est partagée depuis 30 ans en France, la formation ou le développement des compétences, c'est le seul outil, voire le principal outil pour lutter contre le chômage. Avec cette idée, mais vous voyez, qui est vraiment en phase avec le monde qu'on a décrit, l'obligation de se former plus régulièrement, mais surtout de se former tous. Donc ça, c'est le premier point. Après, la loi, elle se construit sur différents postulats. La durée de vie des compétences décroît, bah oui, c'est vrai. Donc sans développement, un individu peut rapidement devenir inemployable. Donc, premier postulat. Le deuxième, tout le monde est concerné. Aucun diplôme, aucun métier, aucun statut, aucun élément de genre, homme ou femme ou d'âge, nous protège dans cet environnement volatile, complexe et incertain, donc les mêmes droits pour tous. On y reviendra après, notamment avec le CPF en euros, qui est du même montant, sauf pour les salariés handicapés, par exemple, ou à certains statuts. Bon, c'est vrai que depuis 1971, à chaque réforme, on dit qu'il faut changer les choses, parce que c'est toujours les mêmes qui profitent de la formation. L'homme blanc, bac plus 5, d'une belle formation de moins de 35 ans, et 3 ans après, lorsqu'on fait le bilan de réforme, on se rend compte que ça ne bouge pas. C'est toujours lui qui en profite le mieux. On verra si celle-là atteint cet objectif. Le troisième, c'est de dire, dans un monde VUCA, où ça change tout le temps, l'individu doit être l'acteur de son développement professionnel. Et on y reviendra. Il doit être actif. Il ne peut plus être en posture passive, d'attendre que son employeur lui propose quelque chose, ou qu'il soit pris en main, et ainsi de suite. Donc, pour le rendre acteur, on va tuer les intermédiaires. Pas d'entrave entre lui et la formation dont il a envie. Donc, un rôle moins structurant pour les régions, pour les OPCO, pour Pôle emploi, pour l'ensemble des intermédiaires qui étaient là entre lui et la formation pour l'aider, et on y reviendra. Quatrième principe, une entreprise ne peut être compétitive dans un environnement VICA que si tous ses salariés sont employables et compétents. Donc on passe d'une logique de donner de la formation aux meilleurs, parce que le retour sur investissement sera plus important, à je dois former tout le monde. Donc vous verrez, le problème c'est à budget constant. Donc former 10 personnes à 20 000 euros ou 10 000 personnes à 1 euro, vous voyez que ça change un peu la donne sur ce qu'on entend par formation. Cinquième principe, pour ça qu'on ne peut plus l'appeler réforme de la formation, parce que le mot a dit vraiment disparu du texte. On ne doit plus parler de formation, puisque formation, c'est en salle, c'est quelque chose d'encadré, avec un planning. On doit parler de développement des compétences, parce que il faut redéfinir ce qu'on entend par développement des compétences et la façon dont on peut former les collaborateurs, et on y reviendra aussi. Et puis le système, et là Frédéric, on en parlait, on va encore rigoler parce que c'est à chaque fois la promesse, on va simplifier tout ça, parce que c'est incompréhensible. Il y a trop d'acteurs, tout le monde s'y perd, le salarié ne peut pas être acteur, c'est trop nébuleux, même avec une formation de 50 heures, on n'y comprend rien, donc on va simplifier. Nouvelles règles, nouveaux acteurs, réforme de l'apprentissage, etc. Mais depuis 30 ans en France, chaque fois qu'on a une promesse de simplification, même sur le code du travail, il en résulte une augmentation du nombre de pages du code ou une complexification de la simplification. Deux piliers à cette réforme, du coup.
Le premier, c'est un droit individuel de chaque Français à la formation. Donc, accès simplifié, facilité, et l'individu acteur. Et puis, de l'autre côté, des employeurs responsables, de manière réglementaire, et vous verrez comment, du développement de leurs collaborateurs. Donc, c'est les deux piliers. Le salarié acteur, l'employeur est responsable du développement de ses collaborateurs. Avec des contraintes assez lourdes. Alors, qu'est-ce qui change ? Bon, il y a des principes qui changent, vous les connaissez, je pense, puisqu'on est plus d'1 an après la réforme, mais on peut les reprendre. Un CPF qui se comptait avant en heures et qui se compte maintenant en euros. OK, 500 € par an pour le salarié lambda, 800 pour certains statuts. Des OPCA qui changent de nom, pour s'appeler des OPCO, opérateurs de compétences, mais aussi parce qu'on veut bien montrer qu'ils passent d'un statut de collecteur de budget formation, un statut d'opérateur de service dans le cadre de leur branche et de services payants, sauf pour les moins de 50. Donc un vrai challenge est être perçu comme un prestataire de service qui crée de la valeur. Le FONGECIF qui disparaît au profit d'une autre instance qui s'appelle la Commission paritaire interprofessionnelle régionale, et qu'on peut aussi voir comme une compensation aux régions qui ont perdu la gestion de l'apprentissage. Donc bon, il y a beaucoup de... En fait, c'est le même jeu, mais on a changé le rôle des acteurs. Mais ça fait mercato, quoi. Il est allé là, lui, il est là. Bon. Une simplification, là, pour le coup, sur les acteurs publics, puisque tous ces noms imprononçables, et tant mieux pour les profs qui enseignent la formation, FP, SPP, SNEFOP, COPANEF, fusionnent pour se retrouver dans une seule instance qui s'appelle France Compétences. Donc, il y aura énormément de pouvoir dans le nouveau dispositif, on y reviendra. Une refonte de ce qu'on appelle la qualité en formation, avec l'abandon du Datadoc, qui n'était pas simple, au profit d'une certification dans un premier temps des organismes de formation qui ne pourront pas opérer sans cette certification à partir du 1er janvier 2021, donc c'est dans très bientôt. Et là, vous allez voir, c'est corsé, parce qu'il y a beaucoup de critères, donc bonne chance pour la passer, cette certification. Et ça n'empêche pas qu'il faut être au RNCP et faire valider aussi la formation. Le CIF qui se transforme en CPF de transition, pour bien montrer que le salarié a à sa main deux dispositifs, le CPF 500 € ou de transition s'il a des projets professionnels de plus grande ampleur qui nécessitent potentiellement des budgets plus conséquents. Le plan de formation qui change de nom pour s'appeler plan de développement des compétences, on en a parlé tout à l'heure, pour intégrer une autre dimension. Et puis pour finir, la période de pro qu'on transforme au profit de la proa, mais ça change pas mal de choses sous le financement, et on y reviendra si vous voudrez. Bon, c'est grosso modo les principaux grands changements. Il y a aussi une réforme de l'apprentissage, et on en reparlera après si vous le savez. Si on l'analyse maintenant sur un volet budgétaire, les choses sont assez simples pour les boîtes de plus de 50 collaborateurs. En gros, il faut intégrer qu'on a 1,68% de la masse salariale qui part pour des salariés qui sont a priori pas forcément les nôtres. Dedans, pour les apprentis, ici on fait de l'apprentissage, on récolte les budgets, mais pour les autres, pour le CPF de transition, c'est vos collaborateurs qui ont la main, et sur ce volet-là, c'est eux qui doivent être acteurs. Ce 1% sert aussi à gérer les chômeurs et les demandeurs d'emploi. Ces collaborateurs servent aussi à financer la formation pour les moins de 50. Donc très clairement, financièrement, une boîte de plus de 50 verse 1,68, et puis en contrepartie, sur du légal, après on parlera de l'amendement, on part du principe qu'elle sera obligée de faire parce qu'elle veut rester compétitive, c'est F monte VUCA, mais elle ne peut plus s'accorder avec un OPCA, aller chercher du financement légal. Ça, c'est pour les moins de 50. On met le 0,68 parce que l'apprentissage bascule en formation continue et quand l'URSSAF, si elle le fait un jour, ira collecter, c'est un 68 qu'elle va collecter. Elle ne va pas se poser la question, alors qu'avant, on versait une taxe à un tel, une taxe à un autre, et ça, c'est une forme de simplification. Obligation de l'employeur, on l'a dit tout à l'heure, plus d'obligation, mais c'était déjà le cas depuis 2004, de former, de respecter un pourcentage du plan et ainsi de suite. Mais par contre,
C'était la grande incertitude. C'était déjà des choses qu'on avait dans 2014, mais tout le monde espérait que ça allait sauter. 2014, on avait dit tous les 2 ans, les salariés doivent avoir au moins un entretien professionnel pour parler de leur carrière et de leur développement des compétences. Et tous les 6 ans, on doit faire le bilan. Et en fonction du bilan, il y a des sanctions. Non seulement c'est acté, mais ça s'applique dès 2020. Pour les salariés qui étaient en poste en 2014, en 2020, il y aura ce fameux bilan des 6 ans pour voir si le collaborateur a bénéficié d'un certain nombre de choses qui sont promises par la loi. En gros, une redéfinition plus contraignante, au moins une formation autre qu'une formation, ça a sauté qu'une formation obligatoire. Et puis, au moins un entretien pro, et dans au moins une formation, c'est une formation développement, une VAE, et ainsi de suite. Et si ce n'est pas le cas, 3 000 € d'abondement sur le compte du salarié au CPF. C'est carré, c'est... Alors, est-ce que les inspecteurs du travail vont le faire? Qu'est-ce que ça pourra dire pour plein de boîtes qui ne sont clairement pas à l'heure là-dessus, parce que déjà, la façon dont ça avait été lancé en 2014 faisait que beaucoup de boîtes ne l'avaient pas fait en 2014, mais peut-être en 2015, 2016, voire on espérait ne pas avoir à le faire. Là, au moins, les choses sont claires. Ce qu'on appelle l'obligation de l'employeur, c'est 3 entretiens sur les 6 ans, au moins une action de formation, sinon 3 000 €. Oui. Non, c'est pas beaucoup, mais 36%, je vous rappelle, de moyenne française. Et dans ces 36%, il y a 80% du CAC 40. Et puis pour les autres, 10, 20, 30%. Donc, ça va pour l'instant? C'est suffisamment clair? Le challenge qu'on va donc avoir par rapport à ce qui nous est dit là, et c'est un challenge vraiment important, que j'ai qualifié par l'échelle pour parler de passage à l'échelle, c'est que véritablement pour les boîtes, il y a l'obligation de former tout le monde régulièrement, mais dans le même temps, bien souvent un budget constant, parce que les COMEX et les CODIR des grosses boîtes françaises ou des ETI n'ont pas tout d'un coup multiplié par 2, 3, 4 les budgets formation. Donc le premier challenge des responsables de formation d'entreprise, c'est de passer de 50 à 300 collaborateurs ou de 3 000 à 30 000 conformes régulièrement à budget constant. Et pour cela, on doit être malin et on verra peut-être faire de la FES, faire du digital, du blended, repenser l'action de formation. Mais les gros dispositifs très coûteux, ça va se tendre par nature puisque ça se fera au détriment de la formation de tout le monde et on le sent déjà dans les programmes d'exécutifs. Bon, l'autre élément, c'est dans la simplification, les boîtes n'ont plus à se prendre la tête, elles virent leur 1,68. Alors les 1,68, c'est quand on est d'une certaine taille, sinon c'est que 0,55 au lieu de 1 pour les plus petites. Ça commence à se gâter pour l'URSSAF, qui devait prendre en main au 1er janvier la collecte. Ils ont dit non, 2022, et en off, il nous dit ça nous emmerde le machin, et peut-être que ça ne sera jamais. On verra. Peut-être que les OPCO vont garder ça. En tout cas, l'URSSAF n'a pas l'air de se réjouir d'avoir pris ce truc-là. Bon, déjà, pour cette année et l'année prochaine, on reste sur un fléchage OPCO. L'argent est versé à ce fameux organisme public France Compétences que dirige Stéphane Lardy, parce que ça parlait peut-être pas à tout le monde, mais c'est lui le DG de France Compétences, donc effectivement, il a fait carrière. Et puis l'autre, Antoine Fouché, c'est le secrétaire de cabinet, c'est le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud qui a écrit la loi. Bon, effectivement, je me suis presque senti légitime en intervenant aujourd'hui par rapport aux 2 personnes que vous aviez la fois d'avant. France Compétences récolte tout l'argent, tout, et après il redispatche. Il va flécher de l'argent pour les demandeurs d'emploi et les conseils en orientation professionnelle. Il va gérer de l'argent aux OPCO qui, à partir de maintenant, vont gérer l'apprentissage et tout ce qui est plan de développement des compétences de moins de 50. Il va virer aux régions pour leur propre CFA ou pour le CPF de transition. Et il va virer de l'argent à la Caisse des dépôts pour gérer le fameux CPF en euros. Et oui, mais vous le savez sans doute, vous avez tous aujourd'hui à la Caisse des dépôts un compte en euros à votre nom. Ça, c'est grâce aux 1% qui partent à France Compétences et qui sont virés à la Caisse des dépôts. Et puis on parlera de l'appli qui est un bonheur, François. On est en 2020-2021 et donc la loi n'est pas figée, il faut que vous l'intégriez aussi. Le gouvernement, et je crois que c'est une première, a annoncé dès 2018 que pendant 3 ans,
il allait revenir régulièrement sur la loi pour l'améliorer. Et puis en fin 2021, il allait dire maintenant c'est bon. Juste le temps effectivement qu'on lance une nouvelle réforme, peut-être avec un nouvel gouvernement en 2022. Donc le contrôle, l'affectation, le recouvrement, par exemple, nous annonçait en septembre 2021 que ça ne sera finalement pas l'URSSAF. Le législateur s'est donné la possibilité de faire ça. Et Frédéric nous en parlait sur l'apprentissage. Il y a des décrets qui tombent comme ça. Il y a par exemple le grand rêve d'André Perret, qui est presque en phase de se réaliser, que sur le plan de développement de compétences géré par les entreprises pour leurs collaborateurs, ça puisse être à l'actif du bilan, et non plus en charge. Il y a potentiellement un décret en écriture là-dessus. On verra si ça arrive, pour pousser les boîtes à investir en formation, parce qu'elles pourront le valoriser. Que ça ne soit plus une charge, exactement. Alors ça a été soumis à l'ordre des experts comptables qui ont retoqué pour l'instant les mesures, pour des raisons de règles comptables. Mais on y revient. Donc ça va bouger, ça va continuer à bouger. Tout ce qu'on se dit là, sans veille permanente, dans 6 mois, on peut dire des bêtises. Et donc, notamment, ils vont regarder les cohérences du texte, peut-être des choses dysfonctionnements, des seuils, etc. Donc, on est vraiment dans un droit mouvement pour les 2 années qui viennent. On avait déjà vécu un truc délirant, c'est-à-dire qu'une loi qui s'appliquait au 1er janvier 2019 sans qu'on ait les décrets, il fallait appliquer sans savoir quoi. Bah là, on vit autre chose, une loi maintenant qui se réinvente tous les 4 matins en fonction de dysfonctionnements et qui s'auto-améliore. Alors, cela dit, ce n'est pas forcément négatif. La méthode agile Scrum va maintenant s'appliquer au droit du travail avec des cycles de rétroaction permanente et d'amélioration continue. Vous me faites un signe pour l'heure parce que, en fait, je suis parti là. Donc la qualité, on la revoit à partir du 1er janvier 2021. Là, pour le coup, c'est pas une blague et c'est dans moins d'1 an. Si on veut faire de la formation légale, légale, c'est-à-dire CPF, PROA, etc., il faudra respecter 32 indicateurs de qualité. J'en parlais, moi, à Sciences Po, qui est un peu plus en avance que Paris-Est sur le sujet. Et mon patron d'exécutif me disait, Michel, c'est une tuerie. Moi, c'est l'ancien patron de l'exécutif central. Un gars qui n'a pas les moyens, les ressources et qui n'y connaît rien va mourir, c'est impossible. C'est trop lourd. Donc il y a une vraie menace là-dessus. C'est que ça peut très bien sortir du jeu plein de petits opérateurs, des cabinets de formation qui ne seront pas armés psychologiquement pour gérer la machine bureaucratique de la qualité. Donc ça, on va même se demander si ce n'est pas fait pour ça d'ailleurs, si on devait être provocateur. Donc prime au gros, quoi. Prime à ceux qui ont des machines de gens qui sont capables de monter des dossiers, de passer des démarches qualité, d'aller au RNCP, ainsi de suite, ou qui ont les moyens pour le faire. Vous voyez, les critères, c'est conditions d'information du politique, identification précise des objectifs, adéquation des moyens pédagogiques. Et derrière, il y a 32 sous-critères, quoi. Vous trouverez gratuitement tout ce qui est sur la démarche gratuité sur le web, donc prenez-le en photo, mais c'est très bien décrit, vous verrez, il y a des annexes qui précisent chacun des critères, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais c'est du temps, quoi. A contrario, pour le plan de développement des compétences, on pourra toujours opérer pour les entreprises, à partir du moment où elles doivent en faire, là, c'est un marché à 2 vitesses, entre guillemets. Et puis pour l'apprentissage, ça crée potentiellement un marché à 3 vitesses, puisqu'on est un peu dans autre chose. Un point positif de la réforme, c'est qu'on sort de l'action de formation auquel on associe forcément un programme préétabli qui favorise plutôt le présentiel en salle. Et donc très clairement, l'action de formation aujourd'hui, c'est 4 choses. Les actions de formation, le bilan de compétences, c'était déjà le cas avant. Toutes les actions qui permettent de faire de la VAE et les actions d'apprentissage. Vous voyez bien que l'apprentissage est passé de la formation initiale à la formation continue. On retrouve là. Et puis l'action en tant que telle, c'est un parcours, et non plus un programme pédagogique, permettant d'atteindre un objectif professionnel qu'on va devoir préciser. Et du coup, à partir de maintenant, elle peut être réalisée en présentiel, en distanciel, en blending, comme on veut. Et puis le gouvernement pousse très fortement la FEST, la formation en situation de travail. On verra sous quelles conditions. Le CPF
à la main du salarié acteur, mais dans la philosophie du législateur, beaucoup de formations seront supérieures au montant CPF qu'a le salarié. Et pour ces situations-là, tout est fait dans la loi pour encourager la négociation et la contractualisation pour aller chercher de l'abondement et pour aller chercher des financements complémentaires. Donc dans la loi, on pousse à des accords de branche, on pousse à des accords d'entreprise, on pousse à des accords individuels sur le CPF pour pouvoir passer de l'acteur à la co-construction entre un employeur et un salarié d'un projet de développement des compétences. Et si on ne va pas sur l'accord, ça risque d'être compliqué à gérer au cas par cas. Donc beaucoup, là encore, de grandes entreprises sont là-dessus. Après le CPF, positif, l'appli est sortie, j'y croyais absolument pas. Elle est plutôt user experience, il y a un bon design thinking. Elle est assez simple, elle est lisible. Bon, on choisit, on doit signer la charte CGU, on a accès à une offre et ainsi de suite. On peut y faire plein de choses, notamment passer le permis de conduire. Bon. La menace, et c'était très clair l'année dernière, on était avec Frédéric à l'association des directeurs de formation continue des universités, c'est que le législateur a dit d'ailleurs, c'est déjà le cas, si vous n'y êtes pas, c'est de votre faute. Et en gros, n'y sont que ceux qui s'y sont inscrits. Et plus de protection d'acteurs institutionnels, dont par exemple les universités, qui ont à 80% raté le lancement du CPF parce qu'elles n'étaient pas organisées pour avoir des formations présentes sur les applis. Donc n'y ont été présents que ceux qui ont su et qui avaient les moyens d'y être à l'instant T. L'année dernière, Muriel Pénicaud est sortie sous des sifflets parce que clairement, elle disait marche ou crève. La fac, le service public, je m'en fous en fait. Mon problème, c'est le salarié acteur. À vous de vous mettre au pas, ou sinon vous disparaîtrez. Mais on est acteur fonctionnaire, je m'en fous. Et puis elle est partie. Et heureusement, après, il y a d'autres gens qui ont essayé de remettre un peu de lion dans tout ça. Et là encore, pour les acteurs de petite taille, on peut s'interroger. Et puis, on passe en fait d'un dispositif sur le CPF très marketing com en fait. Il faut tourner des clips. Il faut qu'ils donnent envie à l'apprenant de suivre la formation. Et donc, il y a quand même une priorité à ceux qui sauront vendre leur formation. Et puis après, plus tard, viendront des évaluations et ainsi de suite. Donc, un chamboulement quand même par rapport à ça. Sur le CFA, on y reviendra, parce que je pense que je n'ai pas le temps. La loi est-elle suffisante? Clairement non. Cette loi, en gros, c'est une goutte d'eau dans l'investissement en formation que les organisations et les individus doivent faire pour faire face à l'environnement dans lequel on vit. Donc, elle paraît révolutionnaire, mais en fait, elle est pas à la hauteur des enjeux, mais elle ne pouvait pas faire plus. Vous voyez, par exemple, si on se projette à 20-30 ans, on est sur 10% de temps de formation par semaine. Donc, on doit vraiment basculer sur cette capacité d'un individu à être ce qu'on appelle des serial learners, à apprendre, à avoir envie d'apprendre, à apprendre tous les jours, et des organisations apprenantes. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez participer aux prochains événements du Human Club ou pour toute information, contactez-nous par mail club@humanday.fr. Soyons human-centriques, excellente journée à vous et à bientôt.